Mesdames et messieurs, bonsoir. Caroline Blanc-Villain, directrice adjointe de la faculté d'éducation. Donc, je suis ravie de vous accueillir en présence et en visio aujourd'hui pour la conférence donc, qui rentre dans le cadre du cycle des mercredis des savoirs. Nous allons clore aujourd'hui donc ce cycle avec une conférence d'Yvan Gastaut. Je laisserai le soin à notre partenaire la CASDEN donc d'introduire cette nouvelle conférence. Donc, les mercredis des savoirs, ce sont de nombreux thèmes abordés, toujours en lien avec des enjeux sociétaux actuels. Ce sont des savoirs étayés par les travaux des chercheurs et des débats qui sont conduits avec l'ensemble des participants, aussi bien en ligne qu'en présence. Donc, les partenaires, nous nous sommes attelés à questionner donc l'éducation, à proposer un socle commun de valeurs et à partager donc nos réflexions, je le disais, sur ces problématiques grâce à l'intervention de chercheurs et de professionnels. Donc nous accueillons, je l'ai dit aujourd'hui, Yvan Gastaut et je cède la place à Madame Briand de la CASDEN qui va donc introduire cette conférence. Je vous remercie. Bonjour, merci. Donc voilà, aujourd'hui, moi je suis là pour représenter la CASDEN qui porte cette conférence dans le cadre voilà, du cycle des conférences des mercredis des savoirs. Un petit mot rapide sur la CASDEN pour ceux qui ne savent pas. Donc la CASDEN, c'est une coopérative bancaire qui a été créée par les enseignants il y a plus de 70 ans maintenant et qui est ouverte à tous les fonctionnaires aujourd'hui. On a souhaité donc faire venir Yvan Gastaut aujourd'hui pour parler histoire, parler Jeux Olympiques aussi, parce que la CASDEN s'inscrit dans l'actualité que sont les Jeux Olympiques de Paris 2024. On est partenaire officiel premium voilà, de ce grand et bel événement à venir. Et dans ce cadre-là, on a, pour promouvoir en fait les valeurs du sport et les valeurs de l'olympisme, mis en place une exposition qu'on fait circuler dans tous les établissements. Donc tous les enseignants qui le souhaitent peuvent nous demander en fait à voir l'exposition. On la prêtera bien volontiers. Donc elle a déjà été exposée à de nombreuses reprises sur tout le territoire. Et donc c'est une exposition voilà, c'est histoire, sport et citoyenneté, je présente rapidement, et Yvan Gastaut a participé à la construction notamment parmi un autre collectif de chercheurs pour élaborer le contenu de l'exposition. Voilà. Donc je vais arrêter là et céder la parole à Yvan Gastaut qui va nous apporter donc un éclairage historique un petit peu sur les JO. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Ravi d'être à la faculté d'éducation, donc pour présenter ce sujet qui nous amène à réfléchir aux questions de société. Donc, comme vous l'avez présenté, cette conférence s'inscrit dans un événementiel. Alors bien sûr, l'événement, c'est les Jeux Olympiques de Paris qui vont se dérouler très bientôt au mois de juillet, fin juillet, avec toute la dimension culturelle qui l'accompagne. J'y reviendrai tout à l'heure parce que les Jeux Olympiques, c'est pas simplement du sport, c'est aussi de la culture. Et je dirais dans la conception que Pierre de Coubertin a eue des Jeux Olympiques, il y a aussi une dimension culturelle que je vais mettre en partie en lumière, que je vais essayer de mettre en lumière cet après-midi. Donc, vous l'avez dit, hein, l'événement, c'est cette exposition itinérante, donc offerte notamment aux écoliers, aux scolaires, aux lycéens, aux collégiens, mais aussi au grand public, hein, qui a beaucoup déjà tourné, qui va encore tourner dans toute la France et les universités bien sûr, dont le but est effectivement de travailler la notion de citoyenneté. On a souvent considéré que le sport pouvait porter des vertus citoyennes depuis le début potentiellement. Alors c'est un vœu pieux que beaucoup ont pu mettre en exergue. Parfois le sport c'est aussi le contraire, ça peut être parfois des mauvais gestes ou des mauvais comportements, mais le but de l'exposition effectivement c'est plutôt de valoriser les valeurs positives et de considérer que dans la manière dont on éduque, dont on enseigne aux élèves,
dans la manière dont on parle aux citoyens, le sport peut être un atout. Hein. Donc c'est un peu cette dimension-là qui est mise en exergue. Et l'autre événement à côté de cette exposition, donc à laquelle j'ai participé dans l'élaboration, il y a aussi l'inauguration qui est prévue, et c'est le titre de cette conférence, hein, les Jeux Olympiques, une autre histoire du monde, au XXe et même XXIe siècle, dont le catalogue est déjà sorti. Hein, paru très récemment à la Martinière, dont un ouvrage préalable plus scientifique avait été déjà publié chez Atlante à fin d'année 2023. Et bien voilà, c'est un peu les historiens qui se mettent au travail, et on sait qu'il y a beaucoup d'événements culturel autour des Jeux Olympiques. Alors, c'est un peu de ça que je vais parler, mais en partie, parce que mon ambition sera plutôt de parler du début des Jeux Olympiques, de la manière dont les Jeux Olympiques ont pu prendre leur place dans l'univers sociétal de la France, parce qu'on va voir que la France a une sorte de prépondérance, et on pourrait dire aussi du monde. Aujourd'hui, cet événement que représentent les Jeux Olympiques est un événement à forte portée. C'est un événement incontournable. Les Français s'en plaignent ou au contraire s'en félicitent. Les Parisiens s'en plaignent ou au contraire s'en félicitent. Mais c'est un événement qui marque, je dirais, une société, qui marque un pays, qui marque aussi, qui scande aussi le monde entier, hein, puisque cet événement sera suivi à tous les endroits de la planète avec une certaine ferveur, une certaine passion. Donc, c'est un modèle qui perdure aujourd'hui. C'est un modèle qui perdure, mais c'est aussi un modèle qui questionne. Et en fait, c'est le but de ce travail, de cette réflexion, c'est aussi de poser des questions sociétales qui s'imposent aujourd'hui. Et ce que je voudrais dire d'emblée, c'est que les Jeux Olympiques ont toujours été un modèle qui a été fragile, qui était toujours un pari dont l'avenir était toujours incertain. Et je dirais que c'est aussi le cas aujourd'hui. En 2024, il y a notamment sur les questions d'environnement un certain nombre de problématiques qui se posent autour du coût que représentent les Jeux. Et le coût, c'est peut-être un coût environnemental, mais aussi un coût financier. Mais, disons-le d'emblée, hein, il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner, qu'il faut mettre en valeur, c'est que ce modèle inventé donc à la fin du 19e siècle est un modèle qui n'a jamais cessé de connaître, de se réinventer, de connaître du succès et d'être finalement un carrefour du sport dans ce cadre. Alors c'est un peu de ça que je vais parler, avec donc effectivement des interrogations qui nous ont un peu amenés à appuyer sur ces domaines-là, c'est-à-dire en gros la question de la mixité du genre, place des femmes. On sait qu'en 2024 à Paris, c'est la première fois qu'il y aura parité homme-femme comme une forme d'imposition. Hein. C'est pas tout à fait naturel, mais c'est l'évolution de la société qui a fait que Paris 2024 sera les premières Olympiades où il y aura une parité homme-femme en termes d'athlètes. Donc il y a toute une longue histoire d'une disparité qu'il faut questionner, et on verra qu'au début du XXe siècle, la question s'est déjà posée. Je vais évoquer ce sujet. La question du handicap aussi, hein, qui est une question qui a amené aussi à réfléchir au corps, à la place de ceux qui connaissent un handicap et qui ont eu leur place progressivement au sein du mouvement olympique. Les Jeux paralympiques de 2024 ont aussi leur importance. Et puis, bien entendu, cette exposition a lieu au musée, à la Porte Dorée, mais la Porte Dorée, c'est un mot un peu édulcoré, mais c'est effectivement le musée d'histoire de l'immigration, et une autre histoire du monde, c'est aussi une autre histoire de la place des minorités et de la place des discriminations et des altérités au sein des Jeux Olympiques. Donc ces sujets ramènent à des questions sociétales qui ne gomment pas l'intérêt sportif que peut revêtir ces Jeux. Donc je vous propose une sorte de voyage, on pourrait dire, dans ces Olympiades, donc en repartant du slogan Paris 2024, en évoquant, donc j'avais montré cette dimension-là. Alors je voudrais très rapidement dire que cette exposition ici est une exposition qui est commode pour, d'une certaine manière, entrer dans le sport et en particulier dans les Jeux Olympiques, parce que il y a donc 33 panneaux, et 33 panneaux qui se veulent évidemment investis de valeurs citoyennes. Hein. Je sais que le sport, c'est pas que ces beaux mots qui apparaissent ici, mais l'ambition était la suivante, elle est très simple, hein, c'est à travers 33 panneaux, d'amener le public de cette exposition, que ce soit en ligne ou dans des lieux dédiés, à évoquer un athlète ou une athlète qui vous entraîne dans une Olympiade, que nous avons choisi à dessein, c'est-à-dire soit parce qu'il a eu cet athlète ou qu'elle a eu cet athlète une destinée sportive exceptionnelle, et les Jeux Olympiques c'est aussi une fabrique de héros, de champions, de championnes, mais c'est aussi des mots, hein, 33 mots qui véhiculent des valeurs positives. Hein, comme par exemple ici, je vous en ai mis deux à des moments extrêmes. Hein, en 1900, lors des Jeux Olympiques de Paris, en 1900, vous savez qu'il y a
Paris est pour la 3e fois ville olympique. Hein, elle a été en 1900 et en 1924, j'y reviendrai. Et puis depuis 1924, plus rien. Un siècle plus tard, c'est que quelque part les Jeux reviennent dans le giron qui était l'origine des Jeux olympiques, la France. Hein, et donc, pour les Jeux de Paris, on a véhiculé la valeur de patriotisme de manière d'ailleurs un peu... comment dire, comme un clin d'œil, puisque qui défend ce patriotisme français en 1900? Un étranger, un haïtien. Par exemple, voilà, quand on s'intéresse à Constantin Henriquez, cet athlète qu'on pourrait considérer comme noir, hein, parce qu'effectivement il était haïtien, il était un de ces étudiants haïtiens de Paris, hein, qui était devenu un sportman assez en vue, notamment joueur de rugby, hein, et Constantin Henriquez a joué pour l'équipe de France de rugby en 1900, tout en étant étranger, ce qui mettait en avant le fait qu'on pouvait être étranger en 1900 et appartenir à une équipe nationale qui n'était pas la vôtre. Et donc on a mis en valeur cette notion de patriotisme. C'est quoi le patriotisme? Qu'est-ce que c'est que défendre des valeurs patriotes? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on est dans la double nationalité, on va jouer au football pour tel pays parce qu'on a une origine marocaine, ou est-ce qu'on va garder la France comme pays patriote? Évidemment, ce sont des valeurs qui sont questionnées, et le patriotisme, c'est un sujet central. Et puis, à l'autre bout, j'en ai mis simplement 2, on a développé la valeur de liberté autour d'une athlète qui est la première athlète féminine, hein, Nicola Adams, hein, son nom peut faire penser à un nom masculin, mais en fait c'est une femme. Et en 2012, pour la première fois, la boxe féminine est ouverte aux Jeux Olympiques pour les femmes. Et donc Nicola Adams, athlète britannique, obtient la médaille d'or. Donc en 2012, pour la première fois, on a une athlète femme issue des diversités qui obtient une médaille d'or. Donc voilà, cette valeur de liberté est apparue ici comme le fait que certaines disciplines qui longtemps ont été refusées aux femmes, petit à petit, arrive à être accepté et acceptable au sein du CIO. Et on sait que la longue histoire du CIO, on pourrait être dans une exposition qui fasse la gloire du CIO. Le but n'est pas de démonter le CIO, mais le but n'est pas non plus de cacher les angles vifs que le CIO a pu revêtir dans ce contexte. Alors, moi je viens de Nice, hein, et à Nice, il y a le Musée national du sport, qui est un lieu très important parce que c'est la mémoire du sport français qui a été d'abord à Paris, puis qui s'est retrouvé par chance pour moi à Nice, puisqu'il y a là une quantité d'éléments sur la mémoire du sport, et c'est un lieu tout à fait intéressant que je vous invite, que vous soyez dans la salle ou en ligne, à visiter un jour ou l'autre si vous descendez sur la Côte d'Azur. Il y a aussi le musée olympique de Lausanne, hein, dont... on peut se tromper quand on parle du CIO parce que on peut penser que l'origine de l'olympisme est en Suisse. Non, Pierre de Coubertin a déplacé pendant la Première Guerre mondiale le CIO pour le mettre d'une certaine manière en sécurité à Lausanne. Mais il faut dire une chose d'emblée, c'est que il est de bon ton de dire que le sport moderne c'est une création britannique. Hein, et je le dirais de manière un peu caricaturale, c'est vrai. Les sports se sont beaucoup développés au préalable en Angleterre, dans l'Angleterre de la reine Victoria, l'Angleterre victorienne, mais il y a une création institutionnelle qui est plutôt française, avec ces sportmen qui ont eu cette vocation de organiser des instances sportives internationales. Et la France, sans faire de cocorico, a été avec Pierre de Coubertin, donc un Français aristocrate né en 1863, qui a connu une forme de, je dirais, d'ascension nationale avec son activité de militaire et d'enseignant d'éducation physique, et notamment dans l'armée. Hein, et puis aussi celui qui s'est formé en Angleterre en allant, et je le montre ici, hein, jeune, en allant plusieurs fois en Angleterre, et notamment un long séjour dans lequel il va, je dirais, se former à une palette d'activités sportives. Hein. La spécialité de Pierre de Coubertin, c'était le tir. Mais ensuite, il va devenir un rameur, il va devenir un rugbyman, il va devenir un coureur à pied. Il va avoir cette palette, celui qu'on appelle le sportman ou la sportwoman, moins en vue. C'est-à-dire le modèle du sportif à la fin du 19e siècle, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans une discipline excellent, mais qui peut multiplier les qualités dans de multiples sports. C'est un peu comme ça qu'on développe le modèle de l'athlète à cette époque-là. C'est pas tellement d'aller vers celui qui aura la meilleure performance dans un domaine. Et l'état d'esprit, quand même, est un peu différent, parce qu'aujourd'hui, il est rare de trouver un athlète qui puisse être excellent dans deux disciplines différentes. Hein. Et notre modèle a beaucoup changé, c'est un peu ce qu'on va questionner
ici. Alors, bien sûr, lorsqu'on parle des Jeux Olympiques, une autre histoire du monde, il faut d'emblée dire quelques mots justement sur cette fondation un peu étrange, hein, il faut bien le dire aujourd'hui, hein, ce modèle un peu étrange qui perdure, comme une sorte de persistance d'une tradition, parce que les Jeux Olympiques, c'est un univers de tradition, inventé, réinventé, redimensionné au fil du temps. Je livre à vous là, cet engouement finalement assez récent pour le passage de la flamme dans les territoires. Quelque chose qui amène aujourd'hui une sorte d'émulation. Hein. Quand on sait que la flamme a été inventée par l'Allemagne nazie, c'est effectivement un peu problématique. Hein. Mais bon, pourquoi pas, hein, cette idée que la tradition soit un élément qui fasse partie de ce décorum sportif. Alors là, vous avez en scène le moment fondateur, 1894, lorsque le Comité international olympique est donc fondé à Paris, à l'amphithéâtre de la Sorbonne. C'est un univers masculin, d'aristocrates venus de toute l'Europe et même du monde entier, puisqu'il y a des New-Yorkais, il y a des Néo-Zélandais, il y a aussi des Russes qui sont présents et qui vont constituer cette idée de recréer, je voudrais dire un mot là-dessus, hein, recréer les Jeux Olympiques. Une idée assez folle, un pari assez fou, dont Pierre de Coubertin a été le maître d'œuvre. Hein. Pierre de Coubertin, j'y reviendrai, une figure un peu écornée aujourd'hui, mais une figure qu'il faut mettre en avant d'une certaine façon, avec toutes ces contradictions, qui sont les contradictions d'un aristocrate de cette époque. Hein. Il meurt en 1937, et ce qu'on dit de Pierre de Coubertin aujourd'hui, c'est qu'il a pu être dans un positionnement très discriminatoire, il a pu être dans un sexisme exacerbé, il a pu supporter avec une certaine ferveur les Jeux organisés à Berlin par Hitler, oui, mais en même temps, il faut questionner le personnage dans sa... Et ça peut être un débat entre nous. Il faut questionner le personnage dans sa dimension d'une époque, hein, et j'y reviendrai à Pierre de Coubertin parce que effectivement il y a beaucoup de stades, de noms de rues, le naming autour de Pierre de Coubertin, mais on peut considérer que ce n'est pas la figure tutélaire qu'on aurait pu valoriser au-delà de ce qu'il est aujourd'hui d'une certaine manière. Donc on peut questionner Pierre de Coubertin, néanmoins Pierre de Coubertin en tant que fondateur ou refondateur des Jeux Olympiques avait cette passion qu'avaient beaucoup de spécialistes du sport à la fin du 19e siècle, qui était une passion pour l'histoire, qui était une passion pour les traditions grecques, qui était une sorte de vision de la Grèce comme étant un modèle d'activité sportive. Tout le 19e siècle, c'est un siècle où l'archéologie ne cessera de redécouvrir le site d'Olympie et les activités du sport en Grèce antique. Alors évidemment, je ne vais pas revenir sur cette période, mais imaginez qu'on a arrêté les Jeux Olympiques à la fin de l'Antiquité, hein, 4e siècle après Jésus-Christ, et on les a relancés plusieurs siècles plus tard. Une sorte de magie, hein, qui se met en place à ce moment-là. Et donc, c'est pas un hasard si les premiers Jeux Olympiques ont eu lieu, mais c'est un faux départ, les Jeux Olympiques de 1896 à Athènes, parce que finalement, il y a beaucoup de Grecs qui participent à ces Jeux Olympiques en 1896 et qui sont finalement des Jeux un peu tronqués, parce que il y a un élément qui est important, et toute l'histoire le montre, c'est que les Jeux Olympiques se font dans une forme de centralité. Les villes qui organisent les Jeux Olympiques sont souvent des villes qui incarnent des pays puissants, qui incarnent une sorte de force, de puissance, dont quelques contre-exemples comme Athènes peuvent être mis en avant, mais en général, voilà, on voit que les Jeux à venir sont des Jeux d'un entre-soi de pays, de nations qui manifestent une forme de puissance. Et le sport est aussi un vecteur de puissance symbolique, hein, c'est un élément très, très important. Donc c'est bien à la Sorbonne, en 1894, que le CIO est donc créé, Comité international olympique, sous l'estampille donc française, et avec un projet de Pierre de Coubertin, autant le dire tout de suite, qui est un projet idéologique. Hein, c'est important de noter cette dimension idéologique, et d'ailleurs je voudrais vous présenter quelques valeurs qui font partie de l'olympisme initial, que Pierre de Coubertin couchera sur le papier au bout de quelques années, hein, chemin faisant. Tout n'était pas dans sa tête, mais il avait quand même cette ambition. Donc l'idée, effectivement, de faire une référence, pour pas dire une révérence à la Grèce antique, mais aussi, nous sommes à la fin du 19e siècle, le sport s'est développé, et l'activité sportive est devenue un élément montant de la société européenne, des sociétés occidentales en général. Lorsque les Jeux Olympiques se créent ou se recréent, hein, le sport a déjà accompli un certain nombre d'évolutions.
Il n'y a pas encore les grandes compétitions, mais elles commencent à émerger. Donc, c'est le fruit de cette émulation sportive qui émerge. Et aussi, il faut le dire, l'importance de l'éducation par le sport, c'est-à-dire l'entrée dans le système éducatif de l'éducation physique qui date de quelques années et qui n'est pas absente du projet coubertinien. Donc, ce sont ces éléments-là qui renvoient aussi au fait que nous sommes en 1894, à la fin du 19e siècle, dans une époque plutôt pacifiste, la paix, qui est un élément, et je vous montre ici ces quelques valeurs que j'ai rapidement mis en avant. L'olympisme est une sorte de pacifisme. C'est la volonté de, par le sport, tenter de développer une entente internationale. Alors là, évidemment, Pierre de Coubertin n'a pas eu vocation à faire des émules, puisqu'on sait que le XXe siècle écrasera les Jeux olympiques par la guerre. Et donc, voilà, ce projet qui reste l'idée d'une entente internationale, faire en sorte que par le sport, on se rencontre, et se rencontrer dans les deux sens du terme, on s'oppose, on est dans une forme d'opposition pacifiste. C'est une valeur qui reste aujourd'hui importante. Et je dirais que le CIO est encore doué de ces valeurs pacifistes, malgré tout emportées par les guerres, puisque la seule chose qui a véritablement empêché les Jeux Olympiques de se tenir, ce sont les guerres, puisque les Jeux de 1916, alors il y a un panneau là-dessus, mais les Jeux de 1916 ne se sont pas tenus. Ils devaient avoir lieu à Berlin, donc c'était compliqué d'organiser des Jeux à Berlin en 1916. Ils auront lieu plus tard. Et puis, en 1940, les Jeux étaient prévus à Tokyo, puis même Helsinki, et puis en 1944 à Londres. Donc, ce sont ces seuls événements qui ont empêché la tenue des Jeux. Il y en a un plus récent, c'est le Covid. En 2020, les Jeux ont lieu finalement en 2021. On dit Tokyo 2020, mais en fait, c'est Tokyo 2021. Donc, l'épidémie a quand même, vous voyez, son importance, puisque les Jeux ont été contrariés aussi par une épidémie, ce qui est une nouveauté assez remarquable. Autre ambition de Pierre de Coubertin, idéologique, et elle aussi c'est un peu fourvoyé, c'est l'apolitisme. Qui a souvent d'ailleurs, là ça peut être un objet de débat entre nous, laissé entendre que les sportifs devaient être, peut-être à la différence des artistes, à la différence des écrivains, des cinéastes, des chanteurs et des musiciens, beaucoup plus en retrait sur le plan politique. Alors bien sûr, là aussi, le XXe siècle a montré que les Jeux olympiques et le sport en général étaient loin de cet apolitisme qu'on a voulu parfois maintenir comme une sorte d'artifice, qui a d'ailleurs empêché les athlètes d'avoir parfois des voix résonantes, ou alors ces voix ont pu parfois déborder, avec d'ailleurs de fortes punitions, on le verra tout à l'heure. Le fair play, valeur qui est restée quand même, je dirais, une valeur centrale. Le dépassement de soi, donc là ça reste dans l'activité sportive et bien entendu dans l'exposition de la Casdenne, ce sont des valeurs qui restent très présentes, l'idée d'être respectueux, le mot respect qui est un mot qu'on emploie aujourd'hui dans les jeunes générations à tort et à travers, eh bien là, le sport tel qu'il est organisé par les Jeux Olympiques et le CIO renvoie à cette dimension de respect de l'autre. Dans le dépassement de soi, on va donner le meilleur de soi-même et en même temps, donner le meilleur de soi-même, c'est pas ne pas respecter l'autre. Donc l'idée, c'est vraiment de respecter les règles, justement, de respecter l'adversaire et de faire preuve, justement, de fair play, cette notion britannique transposée dans d'autres sociétés, en particulier occidentales. L'amateurisme, alors autre valeur écornée par l'olympisme, l'ambition de Pierre de Coubertin, l'ambition des fondateurs des Jeux Olympiques était de faire en sorte que ces Jeux soient des Jeux exclusivement amateurs. Et cette notion a complètement changé au fil du temps. Et très tardivement, puisque je ne sais pas si vous voyez la date officielle de l'acceptation des professionnels, comme par exemple les joueurs de tennis, ou les joueurs de basketball aux Jeux Olympiques, c'est 1992. Donc il y a eu une mutation qui a eu du mal à être acceptée par le Comité international olympique. Dans ses origines, la vision du sport de la fin du 19e et du début du 20e siècle était une vision du sport qui serait exclusivement amateur. Le bon sport serait le sport amateur, et le mauvais sport qui existait par ailleurs, autre modèle, c'était le sport professionnel qui se pratiquait déjà à cette époque-là. Mais le modèle du CIO, c'était un modèle amateur, avec l'idée que l'athlète, le meilleur athlète possible, n'avait pas la vocation à gagner de l'argent. Et je dirais que le modèle qu'a voulu développer le CIO, c'était un sportif pur. Alors aujourd'hui, le pur, c'est le non dopé, et l'impur, c'est le dopé. À l'époque, le pur, c'était le non professionnel, et l'impur, c'était le professionnel. Parce que l'argent était une valeur qui semblait devoir sortir de ce système, et évidemment, c'est un critère qui pouvait avoir son importance à ce moment-là. Alors peut-être lié au fait que les sportmen étaient des aristocrates qui n'avaient pas vocation à gagner de l'argent, mais en tout cas, dans la société, on valorisait ce sportman ou cette sportwoman idéale qui n'avait pas vocation à être rémunéré pour son geste sportif. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire.
puisqu'on vénère des athlètes qui gagnent, qui sont les plus riches du monde. Hein, donc ce modèle a complètement été renversé et je dirais que les Jeux Olympiques auraient pu, s'ils n'avaient pas pris ce virage tardif, se retrouver en péril parce que aujourd'hui il reste des sportifs amateurs dans certaines disciplines, mais dans d'autres évidemment s'il n'y avait pas ces professionnels, l'intérêt du spectacle serait de plus en plus limité. Hein. Donc il a fallu changer de paradigme sur ce sujet. Et puis effectivement, autre élément, c'est les échanges culturels, parce que il faut le dire aussi, dans le projet des Jeux Olympiques, qui est aussi un projet éducatif, c'est de faire en sorte que les athlètes ne soient pas les seuls, qu'il y ait aussi, avec les Jeux Olympiques, des médailles qui soient données dans des disciplines culturelles. Donc il n'est pas rare de voir, enfin c'est pas qu'il n'est pas rare, c'est que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, dans le contexte des Jeux Olympiques, on a des médailles en peinture, en architecture, en sculpture, en musique, et les disciplines culturelles font partie du décernement des médailles. Donc, d'ailleurs, une petite anecdote, Pierre de Coubertin, sous un faux nom, a obtenu une médaille d'or en littérature en 1912. Bon, voilà, donc c'était un peu le Émile Ajar, le Romain Gary de l'activité sportive. Donc voilà, je pense qu'il est intéressant, alors on pourrait en débattre, hein, de discuter de ces valeurs olympiques qui essaient de survivre avec des modèles qui, malgré tout, demandent à être en pleine évolution. Alors, je vous propose quelques passages dans certaines Olympiades questionnant un petit peu les éléments que j'ai présentés en introduction. Je passe rapidement donc sur ce moment grec. Alors voilà, il y a aussi des temps d'émergence. En fait, il y a un premier bouquet d'Olympiades qui sont en gros de 1896 à 1912, qui sont des Olympiades qui n'en sont pas vraiment en fait. Pourquoi ? Parce que le Comité international olympique est incertain de son succès. Ne pensez pas que les Jeux olympiques c'est un succès d'emblée. C'était pas gagné d'avance que de relancer ce système un peu lourd, un peu une sorte de mastodonte événementiel. Hein. Pierre de Coubertin n'était pas sûr de lui et les fondateurs des Jeux olympiques non plus. Et donc l'idée était d'organiser des Jeux dans le contexte d'autres manifestations culturelles, et notamment les expositions universelles. Ce sera le cas en 1896 jusqu'en 1912. Donc, si vous voulez, c'est un premier temps des Jeux. Des Jeux qui ne sont pas vraiment autonomes. Et en 1896, alors là, il y a un très bel... Si vous allez en Grèce, vous allez à Athènes, il y a ce très beau stade au cœur d'Athènes, qui est le stade de 1896, qui a vu, bon, là, ce moment de lancement. On peut retenir un nom, hein, en 1896, qui est un nom qui reste aujourd'hui dans le patrimoine de la course à pied, Spyridon Louis. Spyridon, il y a des clubs Spyridon un peu partout en France. Ça vient de cet athlète qui a remporté le marathon en tenue traditionnel grec, et Spyridon Louis est un peu le père de ces crossmen qui pouvaient exister à cette époque-là, et quelque part une sorte de patrimoine hein, qui va avoir un certain rôle dans le début du XXe siècle. Et puis donc les Jeux Olympiques de 1900, c'était un peu le ticket de Pierre de Coubertin que de dire d'abord la tradition, Athènes, et puis ensuite la ville où les Jeux se sont créés, Paris. C'est pour ça qu'on dit que les Jeux reviennent à Paris, hein, la maison mère, si on pourrait dire. Hein. L'exposition universelle de 1900 accueille les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Jeux Olympiques sur une quinzaine dans cette époque-là, mais les Jeux Olympiques sont étalés sur 6 mois. Hein, et donc, les Jeux profitent de l'engouement de l'exposition universelle. Et il y a dans ces Jeux de Paris une pléthore d'inscrits. C'est les Jeux qui ont eu le plus de participants. Il n'y a pas de minima olympique. Et donc, les Jeux de 1900 sont des Jeux ouverts à tous. Un peu comme une sorte de kermesse, on pourrait dire. Hein. Presque 58 000 participants, dont une toute petite poignée de femmes. Hein, alors, il n'y a pas de femmes, 0 femmes en 1896. Hein. En revanche, quelques femmes en 1900, dans quelques disciplines ciblées, dont le tennis et le golf principalement. Tennis et golf qui sont considérés comme des disciplines possiblement ouvertes aux femmes. Les autres sont globalement fermées. Et donc des concours. C'est plutôt des concours que véritablement des compétitions. Et voilà ce qu'on peut voir en 1900. Je vous ai mis ici 3 images. Hein. La première, c'est la première championne olympique féminine, donc en tennis, qui est une Britannique, Charlotte Cooper. Alors on peut discuter de la tenue de Charlotte Cooper. On verra d'autres tenniswomen par la suite, mais aussi de mettre en avant en 1900 ce qui peut plaire aussi, notamment dans cette exposition Kasden, c'est qu'il y a des disciplines. On peut s'interroger sur l'évolution des disciplines. Les Jeux Olympiques, c'est pas des disciplines à parts égales. Hein. Il y a des disciplines reines des Jeux Olympiques, puis il y a des disciplines qui sont un peu plus confidentielles, voire des disciplines qui disparaissent ou apparaissent des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui fait que le breakdance
en 2024, devienne une discipline olympique? Qu'est-ce qui fait que le karaté en sorte? Vous voyez, on peut discuter sur cette dimension de la place des disciplines. Qu'est-ce qui fait que le rugby n'est plus olympique depuis bien longtemps, le rugby à 15. Hein. Donc, la dimension est là. Donc, on mis en avant, par exemple, dans le panneau 1900, le tir à la corde. Voilà une discipline qui avait un grand intérêt à cette époque-là, hein, discipline de gain de terrain, on pourrait dire, de force, hein, ou très grande importance visuelle pour le public qui vient visiter l'exposition universelle, les compétitions d'aérostation, notamment donc de faire des courses en ballon en hauteur et des courses en ballon en longueur. C'est-à-dire, par exemple, le médaillé d'or en aérostation en longueur est allé jusqu'à Kiev de Paris. Hein. Il a une médaille d'or parce qu'il a atterri à Kiev quelques jours plus tard, alors qu'en hauteur, c'est plusieurs centaines de mètres pour remporter la compétition. Donc, il y a une approche de ces Jeux Olympiques, notamment de Paris, qui est aussi une approche sur des sports anciens, qui ont disparu, d'autres qui sont modernisés, avec une faible place des sports collectifs quand même. Hein. D'ailleurs, les sports collectifs ne sont pas forcément les plus en vue dans les Jeux Olympiques encore aujourd'hui. Hein. On peut prendre le cas du football, qui est une sorte de discipline un peu tronquée pendant les Jeux Olympiques. Parce que, vu comme si on mettait aux Jeux Olympiques les mêmes équipes que ce qu'il y a aux Coupes du Monde de football, la FIFA verrait ça d'un mauvais œil. Et donc, il y a une sorte de concurrence qui fait que le football a toujours été un sport un peu en marge des Jeux Olympiques, davantage valorisé par la Fédération internationale de football. Alors, on s'est aussi arrêté sur le focus de 1904 des Jeux lointains, Saint-Louis, une ville un peu lointaine, mais une ville américaine. Et une ville qui a organisé des Jeux qui nous ont questionnés justement sur la dimension ethnique, puisque au cours de ces Jeux, toujours organisés donc dans une exposition universelle, les organisateurs américains ont voulu mettre en place, on a un peu creusé cette question, 2 journées qui étaient des journées qu'on appelait journées anthropologiques. C'est-à-dire qu'on a fait venir de manière je dirais quasiment forcé, hein, des athlètes, ou en tout cas plutôt des personnes qui venaient de tribus africaines, notamment des Pygmées du Congo, pour les faire participer à des Jeux anthropologiques, dont le but était clairement établi de prouver que les athlètes noirs étaient moins pertinents, moins performants que les athlètes blancs. Et donc c'était des Jeux dans lesquels on avait proposé des études anthropologiques des performances des Noirs vis-à-vis des Blancs. Et donc, on a mis en valeur, notamment pour cette Olympiade, la figure de Ota Benga, hein, qui finalement est apparu en 1904 comme une sorte d'otage de ces Olympiades, avec, vous voyez, devant un public certes clairsemé, la volonté de faire pratiquer des sports à ces athlètes non préparés, attestant une forme de racisme endémique dans la société américaine au tout début du XXe siècle. Donc, on a alors c'est pas l'essentiel des Jeux de 1904, mais nous on a appuyé sur cette dimension parce que ça pose la question des os humains, ça pose la question de la manière dont on a véhiculé parfois des valeurs qui essaient de mettre en avant des formes de supériorité raciale. Alors c'est un clin d'œil avec aujourd'hui aussi, puisque aujourd'hui on se pose la question justement de la supériorité des Noirs sur les Blancs dans certaines disciplines. C'est des sujets qui reviennent d'une certaine manière par d'autres canaux. Hein, donc c'est des sujets qui restent aujourd'hui largement d'actualité. Donc voilà, ces premiers Jeux qui n'en sont pas vraiment, et donc on pourrait considérer que, alors évidemment je ne vais pas décliner tous les Jeux, hein, mais on peut considérer qu'il y a un autre début, vous voyez, qui est 1912. Et 1912, à dessein, c'est à Stockholm. Alors, à Stockholm, la Suède étant le pays de la méthode suédoise, de la gymnastique suédoise, des méthodes d'enseignement, un pays très ouvert au sport. Et pourquoi c'est, comme on le met ici dans cette image, pourquoi ce sont des Jeux et qui sont dans une sorte de point de départ? C'est que pour la première fois, ces Jeux sont autonomes, ils sont organisés dans, je dirais, leur propre considération pendant 15 jours. Et là, c'est le début hein, des 2 semaines des Jeux Olympiques qui vont rester la norme jusqu'à aujourd'hui. Hein. À partir de 1912, les Jeux prennent une forme d'envol, une forme d'autonomie, dont la Suède est le porte-parole, le porte-drapeau, hein, avec cette image notamment. Alors, on glose beaucoup sur ce que sera éventuellement la cérémonie d'ouverture le 26 juillet à Paris, sur la Seine, hein, beaucoup de discussions là-dessus. Évidemment, à l'époque, et pendant très longtemps, hein, la cérémonie d'ouverture était un défilé militaire, hein, quasiment militaire, avec les drapeaux, le respect des drapeaux, et on se rend compte qu'aujourd'hui, cette cérémonie d'ouverture a changé complètement de
chant, d'intérêt, de valeur. Et aujourd'hui, c'est des designers, c'est un spectacle en soi. Et c'est un autre atout. Hein. À l'époque, les Jeux Olympiques, c'est aussi quelque chose qui reflète la dimension militaire du sport, la dimension martiale du sport, comme on le voit dans cette image en Suède. Alors oui, la Suède, pays du sport au début du XXe siècle, avec cette gymnastique suédoise qui est mise en valeur aussi par les autorités suédoises, parce que les autorités suédoises, je pense au roi de Suède George V, qui était aussi un sportif accompli, tennisman, qui avait un grand intérêt pour le sport en 1912, et donc de mettre en valeur une personnalité féminine, cette fois-ci la première tenniswoman, non pas médaillée de l'histoire, mais la première française tenniswoman médaillée de l'histoire, qu'on connaît pas, qui s'appelle Marguerite Brockedies, qui en 1912 obtient la médaille d'or olympique à Stockholm. Je reviendrai là-dessus, mettant en avant le fait que oui, le tennis est un sport qu'on valorise beaucoup parce que justement les femmes sont présentes. On les voit notamment dans ces images de peinture qui montrent que dans les rencontres de tennis, ici ou là, eh bien, les femmes ont leur place, ce qui est assez rare dans d'autres disciplines. Mais 1912, c'est aussi un nom qui a beaucoup été employé pour des noms de rue ou des noms de stade ou de gymnase, c'est Jean Bouin. Jean Bouin, athlète marseillais, qui a surtout laissé son nom, oui, parce qu'il a obtenu une médaille d'argent en 1912 en 5000 mètres, mais surtout parce qu'il a été un de ces athlètes fauchés par la Première Guerre mondiale. Donc quelque part, en tant que militaire engagé dans les premières heures de la Première Guerre mondiale et rapidement disparu, d'une certaine manière, à travers Jean Bouin, on apprend effectivement le fait que les athlètes sont beaucoup victimes de la guerre et ont connu, pour ceux qui étaient de cette génération, ont connu la difficulté, voire le drame de la guerre. Jean Bouin en est un exemple, ce qui explique pourquoi ce nom résonne, même si certains n'en ont pas forcément la précision, comment ce nom résonne dans le panthéon du sport français. Le stade Jean Bouin, il y en a beaucoup, à Paris notamment. Et puis on tient aussi à cette idée de présenter, alors voilà un élément traditionnel. Alors les Jeux Olympiques, c'est la cérémonie d'ouverture, c'est la cérémonie de clôture, et ça va être les anneaux olympiques dont Pierre de Coubertin a dessiné le ressort, on pourrait dire, avec une apparition qui n'est pas dans les premières années, mais qui apparaît réellement en 1920, après la guerre. Pierre de Coubertin a dessiné, on pourrait dire, a envisagé les anneaux comme les 5 continents entre un peu avant la guerre et pendant la Première Guerre mondiale. Donc je vous ai dit qu'il avait déplacé le CIO à Lausanne pour lui assurer une pérennité. Mais il y a une histoire de ces anneaux qui est intéressante à raconter, qu'on essaie de mettre en place, c'est que ces anneaux, au départ, ce sont 2 anneaux. C'est l'anneau rouge et l'anneau bleu. L'anneau bleu, c'était l'anneau des 2 premiers grands clubs français, le rouge et le bleu. Le bleu, c'était le Racing Club de France. Premier club, si on peut dire, qui était même pas un club, puisque sa fondation date du début des années 1880, et qui était ce club fondé par des étudiants des lycées parisiens les plus huppés, et qui rassemblait d'abord des coureurs à pied, puis finalement d'autres disciplines. Et la couleur, c'était l'anneau bleu. Et puis l'anneau rouge, c'était le Stade Français, concurrent, 2 clubs qui continuent d'exister aujourd'hui. Et sur ces 2 bases, Stade Français et Racing Club de France, est née ce qu'on appelle l'Union des sociétés françaises des sports athlétiques. Et de cette Union des sociétés françaises des sports athlétiques sont portés l'idéal des Jeux Olympiques. Donc d'une certaine manière, les anneaux olympiques viennent de ces 2 clubs français, le Racing et le Stade Français. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que les maillots de l'équipe de France, notamment des sports collectifs, sont des maillots frappés de ces 2 anneaux jusqu'à la Première Guerre mondiale. Le coq, le maillot bleu n'existe pas à ce moment-là. En fait, le maillot, vous le voyez à droite, en bas, c'est un maillot blanc avec un cercle bleu et un cercle rouge, comme vous voyez ici l'équipe de France de football. Donc, cette équipe de France, qui était l'équipe de l'USFSA, portait ce patrimoine qui, aujourd'hui, a été un peu, me semble-t-il, oublié et gommé avec l'histoire des anneaux. Mais j'en viens, en 1920, à celle qui a véritablement apporté aux femmes la première star du sport et qui a eu une histoire olympique, c'est Suzanne Lenglen. Alors on connaît Suzanne Lenglen parce qu'elle a son nom depuis quelques années, je ne sais plus quand, mais
pas si longtemps, une vingtaine d'années, le cours à Roland-Garros, qui n'est pas le cours central, mais qui est le cours annexe, si on peut dire, mais un très grand cours, hein, avec la statue de Suzanne Lenglen. Bon, ben c'est la grande championne des années 1920. Elle avait déjà commencé sa carrière avant la Première Guerre mondiale, celle qu'on appelle la divine, mais elle obtient une médaille d'or, enfin même plusieurs médailles d'or, hein, en double dame également, en 1920 à Anvers. On peut dire d'elle qu'elle a écrasé ses adversaires en 1920 et qu'elle devient une fierté française au point même d'être adulée en Angleterre. C'est rare qu'un athlète français soit adulé en Angleterre. Hein. On a eu récemment Eric Cantona, quelques footballeurs, mais en général, peu de tennisman ou tenniswoman. C'était le cas de Suzanne Lenglen qui est devenue, à partir de 1920, cette athlète emblématique du sport français, emblème, on pourrait dire, hein, d'une évolution de la société. Suzanne Lenglen, elle incarne les années folles. Elle incarne ces années 20 où quelque part, vous la voyez ici dans une posture qui n'est plus tout à fait sportive, parce qu'elle va être une sorte de fashion victime. Hein. Alors au musée du sport à Nice, on a le joyau du musée du sport, c'est la robe qu'a dessinée le designer Jean Patou à gauche, hein, pour qu'elle puisse en tournoi, être dans une tenue plus légère. Hein. Si vous avez vu Charlotte Cooper tout à l'heure avec sa cravate et son corset, hein, bien enserré, là, Suzanne Lenglen, c'est un peu plus fluide, c'est un peu plus doux, mais elle devient une grande star de la mode. Hein. Regardez ici, par exemple, comment est-ce qu'elle apparaît sur des sculptures, hein, sur des bronzes, sur de la porcelaine de Limoges. Hein, comment est-ce qu'elle se produit? Alors devenue évidemment professionnelle par la suite, hein, dans des compétitions qui vont avoir un très très grand impact, notamment ce qu'on a appelé en tennis le match du siècle qui se déroule à Cannes en 1926. Mais là, je sors des Jeux Olympiques. Mais il y a une figure aux côtés de Suzanne Lenglen qui est vraiment la figure de la sportive, adulée parce qu'elle est brillante sur le plan du tennis, mais parce qu'elle est aussi capable de dire quelque chose des femmes à l'époque de la garçonne des années 1920, il y a une autre figure beaucoup plus obscure, qui aujourd'hui est beaucoup mieux connue parce que la société a avancé vers elle, hein, c'est Alice Mia. Alice Mia, qui pendant longtemps a été totalement inconnue, et là, l'exposition met en valeur Alice Mia. Pourquoi? Parce qu'elle a été une sorte, je le dis de manière un peu caricaturale, une sorte de contre-Pierre de Coubertin. Elle s'est opposée à Pierre de Coubertin, et elle a mobiliser ses énergies, elle en avait beaucoup. C'était une spécialiste d'aviron, Alice Mia, institutrice, qui avait la vocation chevillée au corps de l'éducation par le sport, mais surtout du sport féminin. Et Alice Mia s'est beaucoup orientée vers la volonté d'être aussi, à travers le sport, une actrice du sport, mais aussi quelqu'un qui va organiser le sport féminin. Et on a par exemple ce bon moment du sport féminin avant la Première Guerre mondiale et pendant la Première Guerre mondiale où le sport féminin a connu une progression importante. On le voit ici à travers ce document, hein, la Fédération des sociétés féminines sportives de France, avec cette revue, hein, La Femme sportive, qui paraît dès 1912 et qui met en avant, hein, une grande volonté d'Alice Mia. Alors pendant longtemps, personne ne savait qui est Alice Mia. J'ai fait le test dans certains lieux. Elle est peu connue. Néanmoins, il existe depuis 2016, à la faveur de l'évolution du sport féminin, une fondation Alice Mia qui met en scène justement cette vocation, notamment la parité de 2024. C'est un peu, je dirais, le résultat positif de la fondation. Mais elle a, à un moment donné, mis en place un bras de fer contre Pierre de Coubertin, qui s'est toujours refusé pendant longtemps à ouvrir le sport féminin, à ouvrir aux femmes, certaines activités sportives, dont une qui a été une pierre d'achoppement, c'est l'athlétisme. En fait, pour le caricaturer un peu aussi, pendant longtemps, Pierre de Coubertin a voulu accepter certaines femmes dans des compétitions qui étaient de courte distance. Une femme peut faire un 100 mètres, un 200 mètres, mais pas un 800 mètres. Et surtout pas un 1500 et encore moins un 5000 et surtout pas un marathon. Ce serait dangereux pour elle. À grand renfort de médecins, Pierre de Coubertin justifie cette dimension et Alice Mia va s'opposer à ça. Et elle va menacer Pierre de Coubertin et un bras de fer se met en place jusqu'à ce qu'Alice Mia, organise, d'abord en principauté de Monaco puis ensuite à Paris, l'idée qu'un contre-modèle se mette en place, c'est-à-dire les Olympiades féminines. Et là, on était face à un moment qui était un peu incertain, puisque on aurait pu avoir, à partir de 1920, des Olympiades masculines et des Olympiades féminines, si Pierre de Coubertin n'avait pas, et le CIO n'avait pas un peu fait machine arrière. Ce que propose Alice Mia dans ces compétitions, c'est de permettre aux femmes de s'aligner dans des compétitions qui ne sont pas ouvertes à elles aux Jeux Olympiques. Et dans les années 20, on a donc ces Olympiades parallèles. Et vous voyez, dans les années 20, l'olympisme tel que le CIO l'a pensé est un olympisme contesté. Contesté sur le plan du genre,
par Alice Mia et ses émules, et aussi contesté, j'en dirai rien hein, ici, mais sur le plan idéologique, puisque lorsque la révolution bolchevique se met en place en Russie, future URSS, eh bien, les soviétiques, enfin les futurs soviétiques, les révolutionnaires considèrent que ce système des sports est un système dévolu au capitalisme et qu'il faut proposer autre chose, hein, notamment ce qu'on appellera les Spartakiades, avec des réunions sportives parallèles aux compétitions des Jeux Olympiques. Le modèle olympique est aussi d'ailleurs contesté par le modèle professionnel. Donc c'est pas le seul modèle hein, à ce moment-là. Et les femmes militantes, alors à cette époque du début d'un féminisme dont le sport sera imprégné, hein, met en scène, vous voyez, ces athlètes qui veulent prouver qu'elles sont capables, hein, notamment de s'affronter dans des compétitions qui semblent dangereuses à l'époque, comme le saut de haie, hein, par exemple. Alors, venons-en à ce moment décisif de 1924, hein, qui met en scène le théâtre parisien un peu renouvelé, puisqu'on n'est plus dans les Jeux englués dans l'exposition universelle, mais désormais des Jeux autonomes. Alors, les premiers Jeux olympiques d'hiver, ouvrant des disciplines hivernales, Chamonix devenant cette ville fondatrice des Jeux olympiques d'hiver, je passe là-dessus, mais surtout, je voulais dire un mot sur les Jeux de Paris en 1924, qui vont déjà, d'une certaine manière, quand on étudie Paris en 1924, on voit déjà beaucoup de vicissitudes des Jeux de Paris de 2024. Beaucoup de choses sont déjà dans les préparatifs de ce qui se passe en 1924, notamment les incertitudes sur les infrastructures sportives. Il n'y a pas grand-chose comme infrastructure sportive avant 1924. Et en 1924, à Paris, pour la première fois, on va voir un édifice sportif de taille, hein, qu'on a beaucoup discuté, hein, c'est à Colombes. Alors Pierre de Coubertin lui aurait voulu un stade devant la Tour Eiffel au Champ de Mars, un peu comme le stade d'Athènes, hein, mais ça n'a pas été retenu. Il était un peu en train de passer la main d'ailleurs à ce moment-là, Pierre de Coubertin. Donc on a eu ce stade de Colombes qui était le temple du sport français jusqu'aux années 70. Et je dirais le seul grand stade de la France de cette époque-là, le Parc des Princes le supplantant par la suite. Mais bon là, Colombes, quand on entend parler de Colombes, c'est un patrimoine de la France des années 20 des années 24, hein, particulièrement aux années 60-70, où se jouent les compétitions de rugby, notamment le tournoi des 5 Nations, où se jouent les compétitions de football, où se jouent des grandes compétitions sportives. Et la ville de Colombes va devenir cette ville accolée. Alors, des vicissitudes, hein, comment aller à Colombes, comment éviter les embouteillages, finalement les Jeux Olympiques qui se déroulent dans un Paris plutôt de banlieue. Donc il y a beaucoup de discussions autour de ça. Et peut-être aussi dire un mot sur ces Olympiades dont on voit ici un geste, hein, qui est le salut olympique, qui jusqu'en 1936 était là aussi une tradition olympique, hein, qui était de faire ce salut. Rien à voir avec le salut nazi, mais en 1936, il faudra bien dire que le salut nazi va éclipser le salut olympique, hein, et finalement le salut olympique est une tradition qui va disparaître en 1936 avec effectivement, vous voyez ici, hein, en 1924, il ne faut pas se tromper, les athlètes qui défilent devant la tribune officielle de Colombes, ce sont des athlètes qui font le salut olympique. Donc vous voyez un stade bien garni, un stade qui met en scène aussi une autre tradition inventée en 1924, c'est le village olympique. Le village olympique dont aujourd'hui on parle de ce sanctuaire qui fait que les athlètes se retrouvent entre eux dans une sorte de cénacle. Hein, tout ça a été pensé non pas au début, mais chemin faisant, en 1924, pour permettre aux athlètes de se retrouver de manière plus commode dans un même lieu. Alors, juste à côté du stade de Colombes se retrouve ce village olympique qui apparaît là de manière un peu, ça fait plus village de vacances, on pourrait dire presque un camping amélioré qu'un véritable village olympique au sens où on l'entend aujourd'hui. Néanmoins, voilà, cette idée du cercle fermé des athlètes est une idée qui va germer en 1924. Il y aura d'ailleurs du mal à se perpétuer, mais qui va prendre son envol jusqu'à devenir un des éléments, y compris en 2024, du décorum des Jeux, en fait. Hein. Et le héros, alors là, on en vient aux questions justement, une question de migration, hein, on peut dire. Le grand héros des Jeux, c'est Johnny Weissmuller, qui est un fraîchement arrivé aux États-Unis, hein, un Américain d'origine austro-hongroise, hein, il est né à Budapest. Et Johnny Weissmuller va remporter toute une série de médailles en natation.
Alors on le connaît surtout parce qu'il est devenu l'acteur de Tarzan. Et Johnny Weissmuller, la petite anecdote concernant la migration, c'est que et c'est pour ça qu'on l'a mis en valeur en 1924, aussi bien parce qu'il a obtenu beaucoup de médailles et qu'il était brillantissime, dans la piscine des Tourelles, un bâtiment nouveau et extrêmement moderne. Mais en 1924, Johnny Weissmuller, en fait, est venu à Paris sans papier. Intéressant pour les questions migratoires, parce qu'en fait, il a emprunté les papiers de son frère, il n'était pas encore totalement naturalisé américain, et donc il n'aurait pas dû faire les Jeux Olympiques. Donc Johnny Weissmuller est vraiment cette figure d'une forme de diversité américaine qui est une fierté américaine, mais qui joue une question d'immigration avec cette image de sans-papier qui va révéler plus tard, une fois que la notoriété lui est arrivée. Et là, ça pose la question, effectivement, du passage de l'athlète à autre chose. L'athlète qui devient un chanteur, l'athlète qui devient un acteur de cinéma, l'athlète qui devient un spécialiste de la mode et qui va développer le sportwear, par exemple, comme c'est le cas, effectivement, de René Lacoste et des 4 mousquetaires. Lacoste, on le connaît davantage pour le petit crocodile que pour peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, on pourra en discuter, ces performances d'athlètes qui sont quand même bien réelles et bien fortes. Mais on raconte aussi, vous voyez, cet épisode, alors de Guerlas, Pierre de Coubertin va accepter en 1928 à Amsterdam que le 800 mètres puisse être féminin. Et il dit pas plus, le 800 mètres c'est vraiment la limite. C'est vraiment la limite, le 800 mètres. Et d'ailleurs, c'est une forme de coup monté que je raconte là aussi comme une forme d'anecdote. Ce 800 mètres se passe plutôt mal pour les femmes puisque sur les 8 concurrentes, 2 ou 3, je ne sais plus, abandonnent. Et celle qui arrive, à l'arrivée, s'allonge, épuisée. Et donc, des journalistes appuient sur le sujet en disant « c'est pas possible, le 800 mètres, c'est trop dangereux pour la santé des femmes. » Et donc, on l'a ouvert et on va le refermer. Il faudra attendre 1960 pour que les femmes puissent courir le 800 mètres. Alors évidemment, quand on sait qu'aujourd'hui il y a de l'ultra-trail féminin, on a complètement changé d'horizon. Mais effectivement, cette ouverture en 1928 est vécue par Alice Millat comme une victoire, mais immédiatement refermée parce que quelque part, le CIO s'est un peu agrégé des journalistes qui vont faire des commentaires sur ce danger qu'encourent les femmes, que de faire des compétitions qui les épuisent véritablement. Le 800 mètres est épuisant, voilà, donc c'est un élément important. Alors, grande vedette qu'on met en avant, notamment au musée de l'immigration, qui est très peu connu, c'est le vainqueur du marathon. Il y a eu 2 vainqueurs français du marathon dans l'histoire. Ils sont tous les 2 d'origine algérienne, indigène. Il y en a un qu'on connaît bien, Alain Mimoun, qui a obtenu la médaille d'or en 1956 à Melbourne et qui est devenu une idole du sport français. Il y en a un qu'on ne connaît pas du tout, c'est celui que vous avez à l'écran, Bouguera El Wafi. Alors, beau parcours qui raconte, là aussi, autant Alice Millat, on la connaissait pas, on la connaît parce qu'il y avait la question des femmes et du sexisme, et autant Bouguera El Wafi, on le connaissait pas, mais aujourd'hui, on le connaît mieux parce que il y a la question de la colonisation qui revient sur le devant de la scène. Un parcours exceptionnel, puisque Bouguera El Wafi, c'est alors ce beau maillot 71 qui est au Musée national du sport. Alors pour le Musée national du sport, c'est difficile de gérer les maillots parce que vous voyez la transpiration, les aiguilles, ça pose des problèmes de conservation. Donc si vous discutez avec les conservateurs, conservatrices du Musée du sport, ils ont des problèmes de transpiration, ils ont des problèmes de gestion des maillots qui ont été portés, parce que évidemment un maillot est beaucoup plus intéressant s'il a été porté que s'il n'a pas été porté. Bon, je passe. Et effectivement, Bouguera El Wafi, très beau parcours, très emblématique. Indigène d'Algérie, né dans le sud algérien, devenu tirailleur et soldat pendant la Première Guerre mondiale, lui, à la différence de Jean Bouin, survit. Coureur à pied. Et ensuite, ouvrier qui fait les 3-8 aux usines Renault-Billancourt. Il participe aux Jeux Olympiques de Paris en 1924, il finit 7e. Et comprenez, moi j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut travailler durement aux usines Renault et être un champion de marathon favori. Enfin, en tout cas, on a souvent dit que c'était un sorti de nulle part, pas du tout. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé et finalement il obtient la médaille d'or, une des rares françaises, à Amsterdam en 1928. Et Bouguera El Wafi devient un héros français. Alors là, ce qui est intéressant, je vais pas le dire ici, mais enfin, je vais pas le développer, c'est les commentaires qu'on va en faire. Est-ce que c'est un Français à part entière? Est-ce que c'est un Français indigène? Eh bien, globalement, on honore Bouguera El Wafi en 1928. On honore ce Français qui, certes, est venu des colonies, mais qui est un Français à part entière. Ce qui veut dire qu'effectivement, quand le sport, quand la victoire est au rendez-vous, le sport peut être une manière d'honorer des figures qui, par ailleurs, ne le sont pas ou peu. Notamment les organes de presse de la France, des Français d'Algérie, honorent aussi Bouguera El Wafi. Donc, à travers le sport, ça permet un peu de casser certaines visions peut-être un peu trop ossifiées du sujet. Et puis Bouguera El Wafi, c'est aussi la question de l'amateurisme. Cet ouvrier d'usine qui fait les 3-8 se retrouve brutalement sur le devant de la scène, héros de la discipline majeure des Jeux Olympiques, le marathon.
C'est la dernière. C'est la discipline traditionnelle. Aujourd'hui, un peu moins. Elle est toujours dernière, mais moins courue. Enfin, qui intéresse moins le public. Et qu'est-ce qu'il fait dès qu'il remporte le marathon? Des organisateurs de courses professionnelles aux États-Unis viennent le voir et lui proposent de signer un contrat professionnel, ce qu'il va faire. Et donc, pendant quelques mois, un peu plus d'une année, il va courir. Alors, il va être radié du CIO, hein, puisque vous devenez professionnel, c'est terminé. Vous passez du côté des mauvais sportifs, si on peut dire. Vous devenez professionnel, vous gagnez pas mal d'argent pendant quelques mois, puis épuisé, son contrat ne sera pas renouvelé. Pour aller vite, il finit sa carrière, enfin, il finit sa vie dans la misère la plus totale. Hein. Bouguera El Wafi qui meurt à Stein pendant la guerre d'Algérie, oublié de tous, sauf par Alain Mimoun, qui, quand il remporte le marathon de Melbourne, a une idole, Bouguera El Wafi. Donc c'est intéressant de voir ce lien entre ces deux indigènes qui se mettent en place. J'insiste un peu sur lui parce que c'est un peu le sujet de l'exposition. Hein. Donc aujourd'hui, voilà une bande dessinée qui met en scène cette histoire de Bouguera El Wafi. Alors voilà une personne qu'on met en valeur qui théoriquement ne l'est pas. Mais là, c'est une valeur casse-daine, on va dire. Hein, c'est le fair play, justement. Hein, c'est-à-dire, vous voyez, en 1932, cette Britannique escrimeuse qui s'appelle Judith Guinness s'est illustrée pour avoir décidé de perdre la médaille d'or, puisque c'est une époque où, alors, quand on fait des compétitions d'escrime, aujourd'hui, on a des tenues qui permettent de dire quand on est touché, ça s'allume, donc tout est automatique, un peu comme la VAR au football, même si la VAR provoque des discussions, mais là c'est un peu moins le cas. Mais à l'époque, regardez, vous voyez l'image, hein, l'arbitre regarde de près pour savoir si la personne est touchée ou pas. Et Judith Guinness, qui a remporté la médaille d'or, va voir l'arbitre en disant, écoutez, je peux pas dire que j'ai gagné parce que j'ai été touché par mon adversaire, mais vous l'avez pas vu. Et donc, ce geste chevaleresque, on va dire, hein, de cette Judith Guinness, donc qui montre que l'escrime est présente en 1932 chez les femmes, eh bien, va la déclasser, elle va être seconde, mais honorée par le comportement très sportif qui fait qu'elle n'a pas la médaille d'or, mais elle a les honneurs à l'occasion de cette situation. Donc voilà pour 1932 à Los Angeles, je passe l'idéal Coca-Cola à ce moment-là. Mais je voudrais m'arrêter sur Berlin en 1936, qui là est vraiment très pédagogique, Berlin, parce que ça met en jeu quelques errements du CIO, puisque le CIO soutient. Et Pierre de Coubertin, qui est à la fin de vie, hein, en 1936, il meurt l'année suivante. Il n'est pas présent, très âgé, à Berlin, mais il va enregistrer un discours à la gloire des jeux d'Hitler, considérant que ces jeux, c'est un peu l'aboutissement de sa carrière, puisque ce sont des jeux qui questionnent aujourd'hui, parce que ce sont des jeux extraordinairement bien organisés, et ce sont des jeux qui vont profiter au régime nazi. Parce que Hitler, arrivant au pouvoir en 1933, bénéficie de l'organisation des Jeux à Berlin qui avait été octroyée avant son arrivée au pouvoir. Et donc, conscient de l'importance symbolique du sport, il va décupler l'énergie donnée, l'argent donné pour la préparation des Jeux. Et ces Jeux de Berlin vont être des Jeux extrêmement forts, extrêmement importants. Alors, il y a des tentatives de boycott, dont je passe, hein, qui ne pourront pas avoir lieu à Barcelone à cause de la guerre d'Espagne. Mais les Jeux de Berlin sont un moment important pour l'olympisme parce que modernité, performance, organisation parfaite sous l'égide effectivement de la croix gammée, invention d'une tradition, la flamme. Donc la flamme existe, enfin l'allumage de la vasque olympique existait depuis 1928, mais l'idée que la flamme parte d'Olympie pour rejoindre Berlin est une idée inventée en 1936 avec effectivement cette confiscation, ou en tout cas cette utilisation du sport à des fins de propagande. C'est une évidence dont je dirais la figure la plus visible, c'est le film officiel des Jeux Olympiques de Leni Riefenstahl qui s'appelle Olympia 1936, qu'on a appelé en France les dieux du stade, qui valorise deux choses, le sport et le régime nazi. Donc les deux vont de pair à ce moment-là. Et là, il y a une sorte de moment qui questionne beaucoup. Et alors, évidemment, on bat en brèche, effectivement. Alors c'est un peu c'est la fiche de l'exposition de la Porte Dorée, hein, Jess Owens, ce noir américain qui va un peu contrarier d'une certaine façon je dirais cette glorification de la race aryenne lors des Jeux Olympiques de 1936, mais qui questionne aussi sur un autre sujet. C'est-à-dire que derrière, si on gratte les Jeux de Berlin et le nazisme, oui, bien sûr, mais on y voit aussi la figure du noir américain vis-à-vis de son propre pays, hein, puisque, alors bien sûr, on parle du soutien populaire à Hitler, et là, c'est plus du tout 1936, c'est le moment de gap entre le salut olympique et le salut nazi.
Ici, c'est plutôt le salut nazi qui est fait dans le stade. Hein. Et là, il y a cette image qui est vraiment tout à fait intéressante parce qu'elle montre l'ambiguïté des signes et le passation de pouvoir des signes. Hein. Donc, c'est la finale du 400 mètres. Pardon, c'est la finale du saut en longueur. Qui voit le triomphe de Jess Owens, 4e médaille d'or à ces Olympiades. Donc ce Nord-Américain obtient 4 médailles d'or hein, lors des Olympiades. Alors vous avez sur le plus haut sommet du podium Jess Owens qui fait un salut, disons un salut militaire, on va dire. Hein. Vous avez le second qui est un Allemand qui s'appelle Lutz Long, qui est un athlète nazi, qui fait le salut nazi. Il sera plus tard soldat de la Wehrmacht et il périra pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez un Japonais qui ne fait rien. Et vous avez les dignitaires olympiques, notamment Henri Bailey-Latour, qui est le président du CIO à ce moment-là, qui fait le salut olympique. Donc entre le salut nazi de Lutz Long et le salut olympique des membres du CIO et de ses hôtesses, c'est compliqué. Hein. Donc le salut olympique va disparaître à cette occasion. Mais on retient une histoire un peu anecdotique, mais qui est une histoire qui a retenu l'attention en termes de sport et citoyenneté. C'est une amitié circonstancielle autour de l'événement entre justement ce noir américain et cet Allemand nazi Lutz Long, sur lequel on peut s'intéresser. Vous voyez que montrer qu'on pouvait soutenir le régime et en même temps développer une forme de solidarité sportive, hein, puisque Lutz Long et Jess Owens s'opposent lors de la finale du saut en longueur sur le stade de Berlin. Ce que l'on sait, c'est que Lutz Long et Jess Owens vont nouer une amitié du moment. Et Lutz Long va non seulement conseiller Jess Owens dans ses sauts, lui donner des conseils lorsque les sauts s'interrompent, et en même temps le congratuler quand il va remporter la médaille. Ce qui sera d'un très mauvais goût vu du côté des nazis, et ils continueront d'ailleurs à échanger des lettres, malgré le fait que l'un rentre aux États-Unis et l'autre va développer son parcours d'athlète et puis finalement de soldat nazi. Mais on a retenu les couleurs de la victoire, c'est-à-dire ce moment un peu suspendu de solidarité hein, qui semblait impossible, hein, a pu exister. Et puis, le cas de Jess Owens, qui finalement, lorsqu'il rentre aux États-Unis, n'est pas reçu à la Maison-Blanche par le président Roosevelt, qui ne voulait pas accueillir un noir en vue d'une réélection possible. Ce qui fait dire à Jess Owens que c'est pas tellement en Allemagne nazie qu'il a été victime de racisme, mais dans son propre pays. Donc finalement, vous voyez où se jouent les discriminations. Il ne s'agit pas de minimiser ce qui s'est passé en Allemagne nazie, mais de voir aussi que d'autres questions se posent, et notamment les questions du boycott, dont j'ai parlé, et qui n'a pas pu arriver avec cette idée d'organiser un contre-Jeux Olympiques à Barcelone, qui justement était une manière de vouloir lutter face à ce qui semblait déjà évident, c'est la confiscation par le sport de l'idéal olympique, hein, la confiscation par le nazisme de cet idéal olympique. Alors des Jeux qui n'ont pas lieu à Tokyo, des Jeux qui n'ont pas lieu à Londres en 1944 et en 1948, autre sujet sociétal, on met en valeur le handisport, le début du handisport, enfin le début de l'intérêt pour le handicap dans le sport, avec la mise en valeur pour la première fois d'un nom sportif, mais qui est un médecin qui s'appelle Ludwig Guttmann, qui va d'une certaine manière inspirer la création du mouvement paralympique, avec dans l'après-guerre la volonté de faire s'affronter des athlètes en fauteuil, soit des personnes à handicap, soit des personnes qui ont été victimes de la guerre. Et donc à Stoke-Mandeville, c'est pas à Londres, mais pas loin de Londres, sont apparus un embryon de sport et handicap dans ce contexte. Alors je voudrais encore avancer quelques Olympiades pour en arriver ensuite à la discussion qu'on pourra avoir ensemble. Mais l'après-guerre, justement, une autre histoire du monde, c'est le reflet des Jeux Olympiques, le reflet de la guerre froide dans les Jeux Olympiques. Hein. Une nouveauté, il y a des jeux qui ont une intensité variable. Autant les Jeux de Londres sont des jeux un peu tronqués parce que ce sont les jeux d'après-guerre. Il y a des nations qui ne sont pas là. Je pense à l'Allemagne, par exemple. Hein. L'Allemagne, par exemple, n'est pas présente à Paris en 1924 parce que la France ne veut pas de l'Allemagne en 1924. Elle est encore punie. En 48, c'est encore le cas. En revanche, intensité en 1952. Toutes les nations sont présentes, et notamment une nation qui jusqu'alors avait rechigné à participer, l'URSS. L'URSS, qui avait tourné le dos à l'olympisme, désormais veut rentrer dans le giron olympique, tout simplement parce qu'il y a là une manière de se mesurer à, d'une certaine manière, l'ennemi, si on peut dire, états-unien ou du bloc occidental. Et donc c'est l'entrée de tous les pays de l'Est. Et là, c'est effectivement, bon, c'est une évidence, hein, l'importance de la guerre froide
dans le sport, ou l'importance du sport dans la guerre froide, hein, ça va dans les deux sens, surtout parce que le sport devient, encore plus qu'auparavant, un événement géopolitique, un événement symbolique, beaucoup plus pratiqué, beaucoup plus scruté, beaucoup plus regardé, beaucoup plus médiatisé, hein, même s'il était déjà médiatisé auparavant, mais là la télévision va apparaître, la radio, etc. Donc il y a tout un ensemble d'éléments. Bon, par exemple, en 1952, on valorise cet athlète qui n'est pas soviétique, mais qui est un athlète de l'Est, Emil Zatopek, tchécoslovaque, dont l'histoire est aussi très intéressante, parce qu'il est champion, incroyable, 5000 mètres, 10 000 mètres, marathon. 3 compétitions de fond qui va survoler en 1952 face à Mimoun qui prendra sa revanche 4 ans plus tard. Et ces Olympiades sont scrutées effectivement comme des Olympiades qui disent quelque chose de la guerre froide. Et à travers le sport, on comprend des choses. C'est que à travers le sport, il y a à la fois la séparation, par exemple, 2 villages olympiques en 1952. Les Soviétiques ne veulent pas se mêler aux Occidentaux, mais dans la même situation, des attitudes qui cachent d'éventuelles tensions. Par exemple, les Soviétiques ont pour mission d'apparaître comme totalement fair-play. Surtout pas d'agressivité sur le terrain sportif. Et donc, il y a parfois des gestes presque de solidarité avec les Américains. Donc, le sport brouille les cartes, on pourrait dire. On s'attend à une tension très forte, et parfois, cette tension n'est pas là. Parfois, elle peut apparaître, comme à Melbourne en 1956. Alors, je vous ai parlé de Mimoun, je passe, le grand héros français de cette époque. Mais voilà une anecdote qui traduit dans le sport cette tension potentielle qui peut intervenir. 1956, par exemple, c'est les événements de Budapest, les chars soviétiques qui écrasent, qui matent une révolte populaire étudiante à Budapest. Et quelques semaines plus tard, ce sont les Jeux de Melbourne et, fatalité, une demi-finale de water-polo oppose les soviétiques aux Hongrois, donc potentiellement tension. Et là, effectivement, un incident va apparaître. En water-polo, on peut se donner des coups bas, comme dans d'autres sports. Et là, un coup bas, c'est un athlète hongrois qui a été frappé par un soviétique, pas très grave, l'arcade sourcilière quand même, qui se retrouve en souffrance, et le sang coule. À l'époque, on ne fait pas tellement sortir les athlètes quand le sang coule, et la piscine va se retrouver ensanglantée, rouge de sang. Donc les journalistes vont vite prendre des photos en disant voilà, en gros, le conflit, c'est la piscine rouge. Alors c'est très anecdotique, mais quelque part, voilà, les médias en ont fait une sorte de symbole, et c'est aussi ça le sport, c'est l'idée de, bon, très rapidement, ce Zador a été soigné, mais on en a fait un symbole qu'on retrouvera sur d'autres espaces. Alors voilà, là aussi, dans le sujet, une autre histoire du monde, comment est-ce que cet athlète éthiopien, Rome 1960, c'est le moment des indépendances africaines notamment, et alors l'Éthiopie qui n'était pas, qui a eu un moment vécu la colonisation italienne, enfin une partie de son territoire, eh bien à Rome, vous avez un athlète éthiopien qui gagne le marathon pieds nus, Abebe Bikila, qui va devenir bien sûr un héros éthiopien, mais qui va gagner cette compétition chez l'ancienne puissance qui convoitait l'Éthiopie, l'Italie de Mussolini. Donc grand moment que ces Jeux Olympiques de 1960 qui consacre aussi ce jeune. Alors là aussi, un héros issu de la question du racisme et des diversités, Mohamed Ali. Il a 18 ans en 1960, il obtient la médaille d'or, et puis tout de suite après, comme El Wafi, devient professionnel. Et il a une autre carrière dans un autre modèle sportif. Mais néanmoins, très jeune, il obtient une médaille olympique à Rome, dans ses jeunes années en quelque sorte. Et puis Rome, bien sûr, c'est le théâtre antique du sport, comme la lutte qui se déroule dans des ambiances extraordinaires. 1964, on met en avant les Ibakusha, celui qui allume la flamme. C'est pas forcément de très bon goût, mais c'est quelqu'un qui était né à Hiroshima le 6 août 1945 et qui était un athlète. Donc le souvenir, la mémoire de ces événements porteurs de grands symboles en 1964, le Japon moderne qui émerge à cette occasion. Je passe 68, simplement avec cette image, les Français, les Françaises, la Tchécoslovaque Kavkazska, qui obtient 6 médailles, mais surtout cette image, voilà, c'est ça que je voulais montrer. C'est sans doute l'image la plus célèbre qui retient l'attention comme un emblème, parce que là, les questions de discrimination, les questions d'altérité se posent. C'est le podium du 200 mètres lorsque 2 Américains noirs, Tommy Smith et John Carlos, obtiennent la médaille d'or et la médaille de bronze et décident un acte politique insensé pour l'époque. Pourquoi ? Parce que le poing ganté de noir pendant l'hymne, les pieds nus et la tête baissée, c'est une manière de quelque part signifier à ce pays, un peu comme Jesse Owens l'avait manifesté,
le racisme qui est vraiment très présent en 1968. Luther King vient d'être assassiné. La question des Noirs américains se pose et donc ce podium en est une sorte de mise en exergue en fait. On le sait, les athlètes seront punis, très largement punis, exclus des Jeux Olympiques, suscitant des formes de solidarité. Mais ce que l'on peut noter, c'est que plus tard, notamment depuis Barack Obama, ils ont été réhabilités, ils sont toujours en vie aujourd'hui, et leur histoire, finalement, les a lourdement pénalisés, mais peut-être ce sont eux qu'on va retenir à travers ce combat très symbolique et ce jeu de l'image, l'image la plus célèbre peut-être des Jeux Olympiques. C'est ce que retiennent beaucoup les élèves, les enfants. On dit souvent Black Panther, Black Power, parce que quelque part, ils représentaient un petit peu ce combat. Et ce qui va mettre d'ailleurs en 1968 un certain nombre d'athlètes peut-être en rage ou en volonté de réaliser des performances exceptionnelles, peut-être pour venger leurs frères américains, c'est Bob Beamon. Bob Beamon, c'est plutôt j'ai deux performances à vous montrer, pour presque terminer, je vous rassure. Bob Beamon, c'est quelques jours plus tard, après cette exclusion, il fait un saut en longueur de 8,95 m. Il améliore de 65 cm la performance. Impossible à mesurer tellement il est allé loin. Alors c'est Mexico, c'est en hauteur, mais on n'arrive pas à mesurer. Il faut finir au mètre et on se dit c'est incroyable. Alors certains vont dire c'est Mexico, d'autres vont dire il était animé d'une sorte de supplément d'âme qui parfois fait que les sportifs peuvent devenir au-delà de leur performance des sortes d'extraterrestres. De même qu'en 68 un blanc va montrer le point, mais après Dick Fosbury. Le Fosbury Flop, il a laissé son nom, le naming, c'est aussi le nom, laisser un geste. Pour la première fois, il affronte la barre de dos et ça va devenir la norme par la suite. Donc Fosbury, américain, d'ailleurs un peu dégingandé, un peu en dehors des réalités, qui ne fera que cette Olympiade et qui va laisser son nom à l'histoire et qui, quand il a le podium, lève le poing également dans ce contexte. Un mot rapide, j'ai pas le temps de développer sur justement le village olympique victime du terrorisme et victime de la violence. Ces Jeux de Munich en 72 qui étaient prévus pour être les Jeux d'après Berlin, les Jeux d'une forme de rédemption des Allemands de l'Ouest, seront les Jeux de la terreur, puisque un commando palestinien. Alors évidemment, pourquoi les Palestiniens choisissent ce terrain olympique? Tout simplement parce que c'est une arène extrêmement médiatique. Donc ça se passe très mal. La délégation israélienne est prise en otage, un bain de sang, et finalement l'événement le plus dramatique des Jeux Olympiques qui apparaît ici comme une sorte de violence très forte. Les Jeux ne s'arrêtent pas. Il y a une journée de deuil et on continue les Jeux malgré ce bain de sang mémorable qui évidemment renvoie à la violence. On retient l'image d'en bas, c'est Raymond Depardon qui a suivi beaucoup de Jeux Olympiques, qui a pu filmer les terroristes lorsqu'ils pénètrent dans le village olympique en ce mois de septembre 1972. Et pour donner un côté plus agréable, si on peut dire, une tension sportive entre URSS et États-Unis, lorsque cette finale de basketball oppose les deux nations en opposition, le score final c'est 50 pour les États-Unis, 49 pour l'URSS, mais l'arbitre dit j'ai mal calculé mon temps, il reste 3 secondes. Il redonne 3 secondes de jeu. Pendant ces 3 secondes, les Soviétiques marquent un panier. Les commentaires qu'on a fait en URSS et aux États-Unis méritent d'être étudiés sur justement l'utilisation de cette victoire sur le fil, qui joue un rôle important. Et puis peut-être les deux dernières histoires que je voudrais raconter, c'est celle de la tête roumaine. Alors voilà une autre figure féminine, une jeune fille de 14 ans. Un peu otage de son régime, la Roumanie de Ceausescu, Nadia Comaneci, qui elle aussi, comme Bob Beamon en 68, réalise une performance incroyable. 10, tous les juges mettent 10 à sa performance. On peut pas l'afficher le 10 à Montréal. On est obligé de mettre 1. Donc c'était impensable et Nadia Comaneci va devenir la grande star des Jeux Olympiques, posant aussi une autre question, c'est-à-dire ces corps qui finalement sont confisqué par des régimes, le corps confisqué par le régime roumain qui va faire de Comaneci une sorte de poupée brandie ça et là, et puis lorsqu'en 80 elle n'a pas la médaille d'or mais seulement la médaille d'argent, elle est punie par le régime. C'est terrible, elle va même quitter la Roumanie avant la fin des Ceausescu, ou le corps confisqué des athlètes femmes est-allemandes, et notamment ces nageuses qui s'appellent Cornelia Ender, alors multimédaillée, mais ô combien meurtrie dans son corps par le régime de dopage peu mis en avant à cette époque-là, dans les années 60 et 70, du côté de l'Allemagne de l'Est en particulier. Un geste qui va mettre en avant, voilà, on retient un pas très beau geste, mais un geste significatif sur le plan politique, un bras d'honneur fait par ce
perchiste polonais qui remporte à Moscou le concours à la perche contre des soviétiques et qui fait ce bras d'honneur pour le public qui les sifflait. Voilà. Alors, je voudrais terminer simplement, parce qu'on pourrait continuer très loin là-dessus, je voulais simplement terminer. Alors, bien sûr, il y a eu le problème des boycotts en 1980 et 84 qui a mis en péril les Jeux Olympiques. Et finalement, ces Jeux Olympiques vont connaître un nouveau modèle, un nouveau départ, donc effectivement à partir de 1992, avec le développement beaucoup plus conséquent des Jeux paralympiques, avec le développement nouveau du sport olympique à travers l'arrivée, comme c'est le cas en 1992, des professionnels devenus finalement désirables après avoir été indésirables. Et peut-être pour conclure, je passe là-dessus avec d'autres problèmes, mais justement cette image ici qui montre que à Rio de Janeiro en 2016, on a les premiers Jeux Olympiques en Amérique du Sud et que quand vous regardez le club fermé des villes olympiques, c'est un club qui met en évidence essentiellement des villes qui sont les villes qui comptent dans le monde. Par exemple, l'Afrique n'a jamais eu les Jeux Olympiques. Et il y a là une sorte de différentiel. Autre chose aussi, la parité. Donc, vous voyez, parité 0 en 1896, parité à 100% en 2024, comme une sorte de règle morale, on pourrait dire aujourd'hui. Et aussi, voilà, là où le bas blesse, les deux derniers éléments, c'est le coût des Jeux. On voit que Pékin a été extrêmement coûteux, mais il y a derrière peut-être des retombées médiatiques et des retombées en termes d'image qu'il faut prendre en compte. Alors là, c'est évidemment, j'ai pas actualisé, mais il faudra faire le bilan à la fin des Jeux de Paris. Et puis, bien sûr, la question la question de l'environnement, les questions écologiques que les Jeux questionnent de manière très aiguë autour de ça. Voilà, donc j'ai essayé de vous présenter très rapidement quelques faits saillants de cette histoire des Jeux Olympiques en essayant de montrer que voilà, c'est le monde qui se raconte à travers l'organisation des Jeux, sa médiatisation, à travers l'histoire des athlètes et les destins d'athlètes, à travers la manière dont le public réagit, à travers finalement l'investissement multiple qui se joue autour de ça. Et finalement, même si on est dans ce qu'on appelle le soft power ou le côté symbolique, il y a de très forts et de très lourds enjeux en termes d'image qui me semblent aujourd'hui toujours saillants, avec un modèle voilà, qui sans doute interroge, mais qui a eu le mérite de survivre à tous les écueils qui avaient pu se présenter, des écueils politiques, géopolitiques, des écueils sociétaux. Alors on peut parler de l'avenir, je ne sais pas trop ce que seront les Jeux, est-ce qu'ils existeront encore dans 20 ou 30 ans, mais c'est peut-être dans le débat qu'on va en parler. Merci. J'ai une question. Une réutilisation du village olympique de 1924 à Paris après les Jeux a-t-elle été prévue ou organisée? Non. Non, le village olympique de Paris a été construit en bois, sur des maisonnettes en bois. C'était un modèle qui était considéré comme éphémère. Et en fait, j'aurais tendance à dire que pendant longtemps, le village olympique a été construit de manière démontable, donc dans une idée de non-durabilité, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Enfin, ça a été jusqu'à très tard. Il y a eu des villages olympiques dont on n'a pas su que faire et qui sont devenus des verrues urbaine. Je sais qu'en 2024, il y a déjà un programme de lotissement qui est prévu pour le village olympique qui s'est créé. Voilà, donc non, en 1924, pour répondre à la question, c'est un village qui sera aussitôt détruit après les Jeux, juste à côté du stade de Colombes. Merci beaucoup pour votre conférence. Merci. J'étais très intéressée par cette vision voilà historique et comment ça questionne nos sociétés. Et je m'interrogeais avec l'actualité, évidemment, et avec la présence des athlètes russes, mais pas le drapeau russe. Donc je ne sais pas comment vous voyez cette situation en tant que spécialiste. Oui, merci pour la question. Effectivement, c'est un sujet sensible. C'est un sujet sensible. Ça touche à une dimension que vous pointez du doigt à juste titre. C'est que les Jeux Olympiques, c'est aussi son succès. C'est que c'est un affrontement entre nations. C'est à la fois un internationalisme, mais c'est aussi un internationalisme qui met en valeur les nations. Le drapeau, les hymnes, la sensibilité aux athlètes du pays. Quand on est en France, on va regarder les athlètes qui sont médaillables. Et donc les compétitions où il n'y a pas de Français, on va pas regarder. Donc, et je dirais c'est un peu pareil partout. Et effectivement, les nations existent beaucoup à travers les médailles et elles ont intérêt à gagner beaucoup de médailles. Ça a été des enjeux très forts. Regardez, Emmanuel Macron a fixé un objectif qu'il fallait... qu'il faut atteindre pour être dans la fierté. Il y a eu des moments où la France, je pense en 64, avait
Non, mais la France, si, je te laisse poser, alors je passe. Mais il y a donc voilà. Et sur la question des athlètes russes, c'est un vrai débat. C'est-à-dire, est-ce que l'athlète russe qui va se présenter ou pas aux Jeux de Paris en 2024 représente lui-même ou représente la Russie? Alors, moi, je trouve que la solution de la bannière neutre est plutôt, à mon sens, mais ça c'est mon avis personnel, une bonne solution, parce que c'est une manière de ne pas grever les athlètes, de ne pas les pénaliser. On demande à l'athlète de ne pas être pro-régime, et ça c'est un peu compliqué, hein. Mais en tout cas, les athlètes sont amenés à pouvoir participer aux Jeux sans forcément véhiculer les valeurs qui sont peut-être problématiques, c'est-à-dire ce nationalisme. Et on a beaucoup de cas, hein, dans l'histoire où justement, par exemple, la France en 1980, pour donner un écho, la France en 1980 va participer aux Jeux Olympiques de Moscou alors que les États-Unis boycottent et un certain nombre de pays boycottent, mais la France décide d'y aller sous la bannière neutre. Donc quand les Français en 1980 à Moscou, je pense au judoka Thierry Rey qui a remporté la médaille d'or, lorsque l'hymne retentit, c'est pas l'hymne français, c'est l'hymne olympique. Voilà. Et regardez aujourd'hui, par exemple, les Russes sont interdits dans certaines compétitions, je pense au football, mais dans des compétitions où la dimension nationale est moins importante, je pense au tennis, les Russes sont présents, je pense à Medvedev ou Rublev qui continuent à faire leur tournoi, alors que c'est plus possible pour le football. Donc je dirais qu'il y a une forme de différentiel entre les sports. Mais bon, moi je pense que la solution de l'exclusion n'est pas forcément... Alors il y a eu beaucoup de sujets sur les athlètes sud-africains dans les années 50 et 60, hein, sur l'apartheid, il y a eu des sujets aussi sur des pays sous dictature. Quid des Russes en 2024? Moi il me semble que la bannière neutre est une solution médiane plutôt acceptable. Mais c'est mon avis. Oui, mais merci beaucoup Yvan pour cette... Merci Fabien. Pour cette présentation. Alors j'ai deux questions qui correspondent un peu à ton... dire à ta carrière, puisque tu es à la fois maître de conférence en STAPS, donc j'ai une question sur les Jeux Olympiques de 1960, mais spécialiste aussi des migrations, de l'immigration, de l'altérité. Donc ma première question, elle concerne les JO de 60. De mémoire, on a que la France, tu parlais des JO et du monde, donc du coup de la France vis-à-vis du monde, que 3 médailles, je crois, de bronze. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça a pu générer par rapport à l'EPS, à la discipline scolaire de l'EPS et des heures de l'éducation physique et sportive dans notre système, nous qui sommes une faculté d'éducation ici. Et puis ma deuxième question, c'est qu'est-ce que ça nous dit de ce rapport à la performance sportive, à l'image? Tu nous as parlé de figures très intéressantes, notamment du marathon entre Mimoun et son prédécesseur. Qu'est-ce que ça nous dit de notre relation avec les colonies ou de cette histoire de France vis-à-vis de ces colonies dont tu es un spécialiste, évidemment aussi? Merci Fabien, des questions intéressantes, effectivement. Il y a ce moment que tu as bien pointé du doigt, 1960 et aussi 1964, où le sport français qui avait eu de belles heures. Par exemple, en 1924, on s'inquiète en organisant les Jeux Olympiques que les Français ne soient pas assez performants, et on trouve qu'évidemment sont plus performants les Anglais, les Américains. Bon, la France aura quand même plutôt bien figuré puisqu'elle finit 3e en 24. En revanche, après-guerre, c'est plus compliqué, et la France n'a pas véritablement pu trouver un sport de haut niveau adéquat par rapport à d'autres nations comme les États-Unis, comme l'URSS, comme l'Allemagne, voire même l'Italie. Hein, et en 1960 et 1964, on est à un moment vraiment de creux qui fait se questionner sur le modèle français de sport de haut niveau. Hein. On voit d'ailleurs le général de Gaulle, hein, je ne sais pas si tu connais cette caricature, qui décide de dire, on le voit en survêtement, c'est une caricature de Jacques Faisan qui montre le général de Gaulle en survêtement en disant bah, si eux ils veulent pas des médailles, moi je les aurai les médailles. Hein. Et donc voilà cette idée que c'est le moment où on restructure le sport français avec l'idée que bientôt va germer un ministère des Sports. Hein. C'est le Haut Commissariat au sport dont Maurice Herzog, le héros de l'Annapurna, va prendre la charge en 1958, mais ça n'a pas encore porté ses fruits. Donc l'idée d'un sport de haut niveau s'est développée à ce moment-là. Et en parallèle, tu as raison de le dire, avec le sport scolaire qui reste encore un peu le parent pauvre, hein, comme on disait à plusieurs reprises. Ça a été dur de faire accepter l'éducation physique et sportive comme une discipline à part entière dans l'enseignement, valorisée en tant que telle. Hein, et je le dis ici à dessein. Et donc oui, ces années sont des années
très importante parce que le général de Gaulle notamment, et puis je dirais les gaullistes, et puis la France de la Ve République qui prône la grandeur, qui prône une image renouvelée de la France, hein, surtout par rapport à la deuxième question que tu as posée, souffrent un peu de ce manque de performance sportive. En 64, il y a une seule médaille d'or en équitation, hein, donc c'est faible. Voilà. Donc la France va ensuite changer je dirais de méthode, hein, et connaître davantage de succès dans les années qui vont suivre. Donc c'est un moment un peu compliqué pour la France. Sur la deuxième question, oui, bien sûr, on lit beaucoup à travers le sport, et pas que les Jeux Olympiques, mais je dirais la pratique sportive en général, hein, la question de la colonisation et de la décolonisation, avec un angle vraiment très sensible à travers le sport, parce qu'on a souvent considéré que le sport était peut-être plus ouvert aux populations venues des colonies, et je dirais plus tard ensuite des immigrations et peut-être aussi des outre-mer, comme étant un vecteur plus valorisant que dans d'autres domaines, ce qui peut parfois être aujourd'hui un problème en fait, en disant finalement on laisse aux immigrés, on laisse aux coloniaux le sport et on s'occupe moins, on les laisse moins entrer dans d'autres domaines. Mais en tout cas, on peut aller en tant qu'historien trouver comme ça des histoires assez incroyables hein, dans la pratique sportive qui sont venues de cette période coloniale, avec souvent cette question de l'ambiguïté, c'est que l'athlète qui réussit en étant venu des colonies est un athlète qu'on va valoriser, mais qui néanmoins continue de souffrir de ce statut d'indigène. Bon, par exemple, hein, au moment de la décolonisation, comment est-ce que les athlètes se définissent? Est-ce qu'ils sont encore des athlètes français ou est-ce qu'ils deviennent des athlètes de leur pays des pays devenus indépendants? Il y a un très bel exemple dans le football, c'est l'équipe du Front de Libération Nationale algérien hein, qui a mis en avant des joueurs qui avaient porté le maillot de l'équipe de France avant la guerre d'Algérie, qui vont ensuite porter le maillot de l'équipe d'Algérie hein, et qui vont finalement changer de nationalité, on pourrait dire, dans ce contexte, hein, où des athlètes, je pense notamment à des athlètes tchadiens qui, en 1960, alors que l'indépendance du Tchad est en train de se mettre en place, eh bien, ils concourent encore pour l'équipe de France, hein, un peu à l'image d'un Léopold Sédar Senghor, qui, tout en étant encore un dignitaire de la 4e et même de la 5e République, est aussi un chef d'État dans son pays. Donc ces transitions politiques, on les lit avec une certaine acuité dans le monde du sport, et le sport est un très beau laboratoire d'études, parfois avec c'est un peu un miroir déformant, hein, il faut le prendre pour ce que ça représente, mais c'est un bel endroit où on peut justement étudier ces questions-là, questions de colonisation, décolonisation, immigration. Peut-être une dernière question, si vous le permettez. Donc, vous êtes membre du conseil scientifique du Musée national de sport. Vous nous avez montré tout à l'heure un maillot, voilà, en disant quelle importance il y a à montrer un maillot qui a été porté. Et donc, on voit bien là un certain peut-être fétichisme ou un, entre guillemets, pour de vrai. C'est-à-dire, ça a été porté, il y a du vécu. Et dans les expositions, vous avez choisi une personnalité, une singularité. Donc là aussi, on est sur une entrée, si ce n'est intime, en tout cas singulière, pour faire part de Jeux Olympiques qui ont une dimension universelle. Pourquoi ce choix ? Alors oui, le sport, vous le dites très bien, c'est une question de récit et c'est une question d'émotion aussi. Hein. Il y a à travers, alors il y a la dimension éducative, hein, bien sûr, hein, que je n'oublie pas. Mais lorsqu'on parle de ces grands événements internationaux et notamment quand vous parlez des maillots, on peut parler de patrimoine, c'est-à-dire que quand on a adulé, quand on a admiré, quand on a eu le poster de Mohamed Ali dans sa chambre, de tel ou tel footballeur, ou quand on a comme ça soutenu Alain Mimoun, avoir en main sa paire de chaussures lorsqu'il a fait la compétition qu'on a regardé plusieurs fois en replay sur Internet, ou quand on a voilà la raquette de Yannick Noah quand il a remporté Roland Garros en 1983, quand on a ce maillot dont on sait qu'il a connu cette expérience. Ça suscite une émotion. Et je crois que l'émotion est importante dans le sport. Il y a une dimension émotionnelle qui joue beaucoup. Et comme le récit peut se nicher dans l'objet. L'objet est pourvoyeur de récit. Un objet comme ça n'a aucun intérêt. Mais si je vous dis que c'est un objet qui a été, dans telle ou telle circonstance, porté par tel ou tel athlète, qui a eu telle ou telle histoire, l'objet prend toute sa splendeur, prend toute sa valeur. Parce qu'évidemment, quand on vous dit une paire de chaussures, comme ça dit rien. Mais quand on vous dit, voilà, cette paire de chaussures, et donc il y a la nécessité de récit. De même qu'il a la nécessité de raconter des personnages dans leur
parcours de réussite. Quand on parle de sport de haut niveau, en l'occurrence, alors on pourrait tout à fait parler du sport amateur, du sport du quotidien. Bien entendu, je ne le laisse pas de côté. Mais quand on parle ici des performances de haut niveau, évidemment, quand on a un athlète qui atteint ce cercle fermé des Olympiens, c'est-à-dire déjà d'avoir participé aux Jeux Olympiques et en plus d'obtenir des médailles, on publie avec l'exposition de la Porte Dorée un numéro qui parle de tous les athlètes français qui ont eu des médailles et qui sont nés à l'étranger. Eh bien, ça met en avant des récits sociaux. Des parcours sociaux, des parcours sociétaux qui expliquent d'une certaine manière comment est-ce que derrière des athlètes il y a des destins parfois emblématiques, exceptionnels, qui parlent aussi pour les générations. Quand on raconte le destin de Mimoun, quand on raconte le destin d'El Wafi, quand on raconte le destin de Marie-Josée Pérec ou de Laura Flessel et de leur excellence sportive, comme quoi elles ont pu à un moment donné représenter l'excellence française, il y a là vraiment de quoi puiser des récits positifs. Alors je dis pas qu'il faille être toujours positif, on peut trouver aussi des récits de tragédie. Mais bon, je vais terminer par un récit qui me semble emblématique que j'ai pas évoqué là. Alfred Nakache, qui est l'objet d'un roman de Pierre Assouline. Alfred Nakache est un athlète juif français qui raconte l'histoire de l'antisémitisme en France. Il participe aux Jeux Olympiques de 36 à Berlin en tant que juif. Alors que Hitler ne veut pas de juifs dans son équipe, mais il peut pas empêcher que des juifs français participent aux Jeux. Donc il a pas de médaille, mais peu importe, à la limite, il est olympien. Il participe aux Jeux, c'est un grand champion. Il va continuer à devenir un nageur d'exception jusqu'à ce qu'au début du régime de Vichy, on ne retienne pas sa qualité de juif et il continue à devenir un héros français. Et puis quand les rafles interviennent, il va être arrêté par la Gestapo, déporté avec sa femme et sa fille à Auschwitz. Sa femme et sa fille meurent, il survit sur place. Et il revient, c'est une sorte de résilience, et il va à nouveau participer aux Jeux Olympiques en 48. Voilà, donc Alfred Nakache, voilà. Histoire qui nous donne, à travers le sport, un angle sensible et un angle émotionnel. Alors, il n'y a pas de médaille, mais c'est un héros français. Juste, il y a deux autres questions. Alors, je vais lire peut-être celle-ci. Est-ce que vous pensez que les JO pourront s'adapter pour répondre aux enjeux écologiques dans les années à venir ? Question centrale, évidemment. J'ai pas la réponse. J'aurais tendance à dire, ma réponse sera de dire que les Jeux Olympiques se sont souvent adaptés à des situations politiques, à des situations sociétales, ont surmonté les guerres, ont surmonté la guerre froide, ont surmonté les boycotts, ont surmonté... Alors on peut penser que les Jeux pourront peut-être, je ne suis pas devin, mais peut-être arriver à être éco-compatibles, mais il y a aussi bien sûr des motifs d'inquiétude. Quand on pense que des Jeux d'hiver pourraient être organisés en Arabie Saoudite... ça demande une mutation qui a l'air assez conséquente. Peut-être un autre modèle, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un défi, c'est certain. Et cette question est pertinente parce que c'est un vrai défi que de penser les Jeux de l'avenir dans la mesure où ces Jeux sont très coûteux, en place, en temps, en énergie. Mais ils savent se réinventer et en même temps, la passion pour les Jeux n'a jamais faibli. Bon, il y a des détracteurs, il y a des gens qui sont hostiles, il y a des oppositions certaines. En même temps, la passion est là. Et une dernière question. L'amateurisme étant une valeur de base de l'olympisme, pourrait-on imaginer une participation des amateurs ? C'est une question. Alors, il y a des amateurs. C'est une question de discipline. Là, il faut descendre au niveau. Les Jeux Olympiques, c'est une organisation... qui est beaucoup contestable parce qu'il y a des sports qui ne sont pas olympiques. Alors on peut discuter de ces sports, pourquoi certains le sont, d'autres le sont pas. Il y a une question politique autour de ça. Mais il faut redescendre au niveau des pratiques. Il y a des disciplines où des amateurs sont présents lors des Jeux Olympiques, et puis il y a d'autres disciplines où il y a des professionnels en fonction de la situation de certains sports. Le football n'est pas au niveau de l'aviron. Mais j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, l'olympisme s'est un peu adapté. Force a été de s'adapter, c'est-à-dire d'accepter des athlètes professionnels et non professionnels. Le tout étant quand même de viser l'excellence, parce qu'au début, c'était pas tellement le cas, mais désormais, il y a des minima olympiques. Donc le but, c'est pas de savoir qui gagne quoi, mais plutôt de savoir qui est capable de quelle performance. Et donc, en fonction des disciplines... on peut avoir des amateurs aux Jeux Olympiques et on a beaucoup de professionnels, chose qui était jusqu'alors, enfin jusqu'aux années 90, un clivage très fort. Ça l'est plus aujourd'hui. Mais les amateurs ne sont pas interdits aux Jeux Olympiques, au contraire. Je pense que l'idéal reste toujours comme une sorte de valeur suprême, mais sans professionnels, l'excellence n'aurait pas pu exister encore aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, merci à vous. Au revoir.